Bonjour à vous, comment allez-vous? C'est le plus important en ce début d'année. Vu les événements qui se sont déjà produits depuis le 1er janvier et qui vont se produire et se précipiter d'ici la fin de cette année 2024. Année 2024 qui va être certainement une année charnière. Pourquoi? Comme vous l'avez vu sur le titre, je vais faire le même exercice que j'ai fait avec la vidéo sur le Frexit, c'est-à-dire je vais me poser une question. Je vais me poser une question, à savoir, au vu des enjeux aujourd'hui, au vu de la progression, au vu de certains signes qui ne sont pas trompeurs sur la situation. Ma question c'est, est-ce que finalement vous autres les Français, est-ce que vous allez réussir à trouver une issue pour vous sortir de la merde dans laquelle vous êtes? En gros, est-ce que vous êtes conscient, en majorité, que cette année 2024, elle va être charnière parce qu'ils vont tout faire pour vous retirer votre souveraineté? Et quand je dis vous retirer votre souveraineté, avec toutes les conséquences que ça implique en matière de fondamentaux sur les droits, sur les liberté. Parce que, croyez-le bien, la pandémie a été un exercice. La pandémie a été un laboratoire pour voir comment les Français allaient réagir sur des choses inacceptables. Mais qui finalement, pour le plus grand nombre, soit par consensualité, soit complaisance, ou par peur, ont accepté le pass vaccinal comme étant un moyen de définir deux catégories de Français, les vaccinés et les non-vaccinés. Et qui plus est, mettre en place une stratégie de telle manière à ce que les non-vaccinés deviennent des pestiférés. Des pestiférés au vu de l'opinion, des pestiférés au vu de votre voisin, de vos amis, de vos collègues. Parce que oui, quand vous n'étiez pas vacciné, vous n'aviez pas des accès. Vous n'aviez pas des accès à la culture, vous n'aviez pas des accès à des magasins, vous n'aviez pas des accès, voire même, dans certains cas, être estampillé. Est-ce que vous avez votre certificat de vaccination pour juste savoir si vous avez été vacciné? Juste savoir. Attention, c'est pas un contrôle. C'est pas un fichage. C'est juste pour savoir. Donc, comme je vous l'ai dit, la pandémie a été un test sur la capacité de pousser à la résilience du peuple français à se soumettre à des règles qui parfois même ont entravé, ont détourné les principes constitutionnels, les principes fondamentaux des droits et des libertés des citoyens français. Mais encore une fois, sous le prétexte d'une situation de péril qu'a été la pandémie, qu'a été le virus Covid-19. Parce que oui, les outils sont là. Un gouvernement peut très bien demain suspendre les droits fondamentaux et les libertés de nos citoyens sous le prétexte d'un péril, sous le prétexte d'une situation dangereuse. Et de fait, tout d'un coup, un certain nombre de Français se sont rendus compte que mais vous n'avez pas le droit. Mais si, ils ont le droit. Ils ont le droit puisqu'ils ont fait un texte qui a été voté par vos représentants. Ces mêmes représentants qui, lors de législatives, vous font des grands sourires ultra bright, vous serrent des paluches, vous font des promesses, mais qui au final, une fois qu'ils sont élus, une fois qu'ils ont le petit siège bien feutré du Palais Bourbon, avec tous les avantages
avantages acquis, aussi bien sur le plan des rémunérations, sur le plan des primes de précarité, sur le plan des avantages en nature, des frais payés, vous l'enfonce bien profond par rapport à ce qu'ils ont prétendu vouloir défendre en votre nom et qui en réalité votent tout le contraire et vous enferment de plus en plus dans un carquois. Le carquois de la peur, le carquois de la soumission, le carquois où vous ne devez plus penser autrement que la pensée unique. Et le vaccin, aujourd'hui, alors que même les laboratoires eux-mêmes ont fini par admettre, puisque là, pour les validations, ils ne peuvent pas, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, toutes les affaires qu'il y a eu, tous les scandales qu'il y a eu, les laboratoires ne peuvent pas se permettre de se dire, bon, c'est bon, ça va passer comme une lettre à la poste. Non, là, les validations, il faut qu'ils aient des rapports, mais hyper bien calés. Et dans ces rapports hyper bien calés, les laboratoires ont fini par dire que oui, le vaccin Pfizer protège individuellement des formes graves, mais n'empêche pas d'attraper le virus. Tout qui n'empêche pas de contaminer les autres. Alors que souvenez-vous, en 2020, tous les discours qu'on entendait, surtout de Véran, etc., c'était exactement le contraire. On ne faisait pas la part des choses, on voulait dissuader les gens sur le fait que le vaccin protégeait contre la contamination, que le vaccin vous protégeait contre le virus Covid-19, alors qu'en réalité aujourd'hui, non. C'est faux. Mais comme ils se sont votés évidemment des protections, aujourd'hui même ceux qui tentent ou qui veulent essayer d'attaquer en justice, c'est peine perdue puisqu'ils sont protégés. Ils se sont construits leur propre immunité. Ils sont inattaquables. Regardez Buzyn par exemple. Buzyn en a bien tenté, elle est même passée devant une commission parlementaire où elle s'est plantée lamentablement. Mais les commissions parlementaires, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce ne sont que des consultations, ce ne sont que des ensembles de personnes qui établissent un rapport pour essayer d'éclairer sur des informations, sur des éléments, etc. Après, à charge de gens, d'élus, de juristes, de saisir ces rapports pour porter plainte, pour faire une procédure judiciaire. Est-ce qu'ils le font? Alors oui, il y en a qui le font, mais malheureusement, on les tue. Vous savez, c'est tuer la poule dans l'œuf, ou l'œuf dans la poule. C'est que ça mène nulle part. Puisque même la justice est tellement corrompue, que même la magistrature est tellement corrompue, que de toute façon, toute action, même avec les preuves A plus B, les preuves irréfutables, non. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a quelques jours, le professeur Fauci qui était le maître à penser de la lutte contre le Covid aux États-Unis, est passé devant une commission parlementaire où un certain nombre de gens lui posaient des questions. Et où? Alors heureusement, il y a certains youtubeurs français qui ont relayé quand même l'information, mais est-ce que l'opinion française sera véritablement mise au courant de la situation pour bien comprendre la gabegie, le foutage de gueule monumental? C'est que Fauci, devant la commission, a dit « oui, mais finalement, les masques, c'est pas prouvé que c'était véritablement efficace et qu'on en avait véritablement besoin. » Quoi? Donc évidemment, il y a certaines vérités aujourd'hui qui sont pas bonnes à dire, qui remontent à la surface, et dont je fais partie de ces gens qui essayent de vous en sensibiliser, pour vous faire comprendre que on s'est bien foutu de votre gueule. Qu'on s'est bien foutu de votre gueule, que cette pandémie finalement, c'était en réalité une façon dans le monde occidental, plus particulièrement, de vérifier jusqu'où on pouvait pousser le curseur à la soumission des peuples.
Je rappelle, là vous avez entendu parler, hein, l'histoire de l'hydroxychloroquine, on vous dit oui, rendez-vous compte, ça y est, on a une étude qui a établi que pendant entre 2020 et 2022, il y a 17 000 personnes qui sont mortes du Covid, qui sont mortes à cause de l'hydroxychloroquine. 17 000 personnes. Alors évidemment, le professeur Raoul est le principal visé, mais lui il se défend. Il remet du sens dans la question. Il établit le fait que, rendez-vous compte, 17 000, ça fait 8 500 personnes qui meurent dans le monde à cause de l'hydroxychloroquine par an. Et encore, ils sont morts à cause de quoi? À cause du fait que dans certaines études, on n'a pas fait de diagnostic. À cause du fait que, normalement, mondialement connu, Raoult avait établi qu'il fallait impérativement respecter un dosage de 600 mg. Or, certaines études ont été faites avec 2,5 g d'hydroxychloroquine. Vous pensez bien que 2,5 g, bah ouais, il y a des gens qui sont morts. C'est con. Mais on continue à faire du foutage de gueule. Donc, au vu de ces éléments et d'autres, hein, là par exemple, vous avez depuis aujourd'hui l'ouverture du Forum économique mondial, le fameux forum de Davos, qui va avoir lieu jusqu'au 19 janvier. Sauf que ce Davos, on évite d'en parler. On évite d'en parler parce que dans les programmes, il y a certaines discussions qui sont très intéressantes, parce qu'il y a certainement des agendas qui vont commencer à se mettre en place. Le numérique, la monnaie numérique, l'euro numérique, la suppression de l'argent liquide, la digitalisation, l'automatisation, la dématérialisation, l'identité numérique, le portefeuille numérique, le crédit social numérique. Sauf que l'ensemble de ces projets, que ce soit à l'échelle nationale, européenne, mondiale, on a besoin de faire certaines réformes. On a des impératifs à devoir modifier les règles du jeu. D'où la révision des traités européens. Je vous ramène à la vidéo que je vous ai faite pour vous expliquer à quoi ça va jouer exactement. Et que Attal, qui est Premier ministre aujourd'hui de la France, moi je vous donne ma version, alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort, mais je pense sincèrement que Attal va être celui sur lequel on va faire reposer sur ses épaules l'engagement de commencer la réforme constitutionnelle pour finalement vendre votre souveraineté à l'Europe. J'espère que vous comprenez bien l'importance de ce que je viens de vous dire. Vendre votre souveraineté à l'Europe par une réforme constitutionnelle pour mieux se rendre compatible avec la révision des traités de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on va transférer des pouvoirs entre les mains de la Commission européenne, qui deviendra un exécutif européen, du Parlement européen, toujours dans cet apparat, dans ce décorum de démocratie, alors qu'en réalité, ça n'en sera pas une. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous avez dans le monde des pays qu'on appelle des dictatures, dont des gens vous convainquent que ce sont des dictatures, mais qui pourtant ont des fonctionnements démocratiques. Regardez la Russie, par exemple. La Russie, où cette année, il va y avoir l'élection présidentielle où Poutine est candidat à sa propre succession. Excusez-moi, mais une élection présidentielle, c'est partie des institutions d'un pays démocratique. La Russie a un parlement. La Russie a une constitution. Tout comme l'Ukraine. L'Ukraine a la Rada. L'Ukraine a un président qui, normalement, cette année, devrait remettre en jeu son statut de président dans une élection présidentielle. Mais comme il y a la guerre, vous comprenez... Il n'empêche que là, il y a quand même certains pays occidentaux qui le poussent à non, tu dois la faire, l'élection présidentielle. Parce que tu comprends, si nous, on n'a plus besoin de toi, on veut te remplacer, on veut mettre à ta place quelqu'un qui va jouer la carte du compromis.
Parce que toi, de toute façon, ton image, c'est le guerrier, le héros contre la méchante Russie. Donc on ne peut pas te faire changer d'avis du jour au lendemain pour négocier avec la Russie. Donc on est obligé de te changer. Donc il faut que tu fasses les élections présidentielles. Ou sinon, sinon on fait un coup d'État. Donc c'est pour ça que moi, ma question aujourd'hui, quand on a tous ces signes, alors j'entends bien qu'il y a des Français qui ne sont pas sensibilisés à ça. Ça se trouve, vous êtes très très peu à avoir conscience de ces faits. Parce que peut-être les 2/3 des Français, arrivés à l'âge où ils ont un boulot, où ils se marient, où ils fondent une famille, où ils ont des activités sportives, des activités de passion, où leur priorité, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir payer les crédits de la maison, de la voiture, des études des gamins, pouvoir se payer des vacances à la neige au mois de février, ou même pas pouvoir se payer des vacances du tout d'ailleurs, parce que même pour bouffer, ça devient compliqué. Tous ces gens-là, tous ces Français-là, aujourd'hui, ils ont telle préoccupation dans leur vie quotidienne, dans leur réel, que le reste, ça leur passe au-dessus. D'où la raison pour laquelle on a encore ces organismes de presse, ces médias mainstream qui continuent à raconter des carabistouilles pour essayer de construire l'opinion auprès de gens qui n'ont pas le temps de vérifier, qui n'ont pas le temps de comparer, qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui n'ont pas le temps d'analyser. Et donc, la chute de la République, la chute de la France, qu'est-ce qui va pouvoir la stopper? Eh bien, ma question, elle est là aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont conscients que cette année, peut-être, leur pays va leur échapper? Que cette année, ils vont perdre petit à petit des fondamentaux? Qu'ils vont se retrouver demain avec des pertes de liberté? Que, évidemment, mais comme non, vous n'avez pas le droit. Ben si, on a le droit, puisque avec l'Europe, on a signé des accords, des traités, etc. Où maintenant, moi, j'ai le droit, le pouvoir de vous retirer des libertés. Ouais, mais c'est pas normal. Il fallait réagir. Ouais, mais j'étais pas au courant. Dommage pour vous. En gros, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais vous l'avez dans le cul, bien profond. Il fallait être attentif. Il fallait faire attention. Ceux qu'on traitait de complotistes, finalement, ils vous alertaient de choses sur lesquelles ils avaient raison. Mais vous ne les avez pas écoutés parce que, comment on vous a dit que c'était des complotistes? Comment on vous a dit que c'était des gens d'extrême droite? Que c'était des tarés, des fous? Vous ne les avez pas écoutés. Et tant mieux, parce que nous, maintenant, on a le pouvoir absolu sur vos vies. On a le contrôle sur vos vies. Sur un claquement de doigts, on peut vous faire passer d'un statut de bon petit citoyen, avec un métier, avec un bon salaire, avec une bonne vie de famille, etc., à un statut de pauvre, de moins que rien, de sans dents, de gueux. Oui, cette année, ils vont s'octroyer ce pouvoir-là. Ils vont se construire concrètement ces pouvoirs-là. Donc encore une fois, si vous n'en êtes pas conscient, tant pis pour vous. Alors, la question elle est d'autant plus complexe que, évidemment, entre les gens qui ne savent pas, sur lesquels on ne peut pas les blâmer de ne pas savoir parce que leur vie font qu'ils n'ont pas accès ou qu'ils n'ont pas la curiosité, ils n'ont plus la curiosité, ou qui sont dans la facilité de se voir mâcher le travail et finalement de prendre l'opinion comme foi de vérité et parfois dans des conversations, dans des débats, passer pour des décons parce qu'ils n'ont pas l'argumentaire. Ils n'ont pas l'argumentaire, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas le souci du détail qui fait toute la différence pour expliquer leur opinion, pour expliquer leur positionnement. Et puis vous avez les autres. Les autres, c'est ceux qui ont peur. Le culte de la peur de perdre, sa vie, la peur de perdre ses avantages à différents niveaux. Et donc, on est dans la complaisance.
on acquiesce, on n'en pense pas moins, mais voilà, on ne veut pas s'exposer, on ne veut pas prendre parti, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en règle générale, on peut dire que ceux qui sont complaisants, ceux qui n'en disent qu'on sent, au moins on a la garantie que peut-être qu'ils savent et qu'ils sont justement conscients de la situation. Alors, il y en a certains qui l'assument, mais ils l'assument en faisant quoi ? Eh bien, tout simplement en allant voir ailleurs, en partant à l'étranger. Alors, certains diront, bah tiens, comme toi, ben non, moi je suis parti à l'étranger parce que je suis parti rejoindre celle qui est devenue ma femme. Si j'avais choisi de partir à l'étranger, je ne suis pas certain que ce soit vraiment les États-Unis que j'aurais peut-être choisi délibérément, pour des questions professionnelles par exemple. Mais ceci dit, je me plains pas. Je me plains pas, pourquoi ? Parce que même si il y a une spécificité dans le continent américain, et je dis bien continent américain, donc ça englobe à la fois les États-Unis, le Canada, Mexique et tous les pays hispaniques, Brésil et compagnie, c'est que c'est un continent qui est isolé. Et du fait de cette isolation géographique, c'est-à-dire séparé des affres du monde, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, par 2 océans, eh bien ça a forcément un impact sur la culture de ces nations. Et de fait, que ce soit les Hispaniques ou les Américains, les Canadiens, ils ont une vision globale plutôt très succincte sur ce qui se passe en Europe. Alors certains, oui, ont la curiosité de savoir, de connaître. Mais allez, on va dire 90% des Américains, quand je dis Américains avec un S, c'est-à-dire incluant à la fois États-Unis, Canada et pays latino-américains, comme il y a une sorte d'isolationnisme culturel, ils voient ça d'un œil très très lointain. Ce qui fait que l'impact, par exemple, de la guerre en Ukraine a été très compliqué aux États-Unis de sensibiliser les gens à ce conflit pour des raisons idéologiques, pas parce que c'est une guerre. Ce qui, inversement, a posé problème avec la situation de Gaza avec Israël. C'est-à-dire que les codes qui servaient à diaboliser la Russie dans l'opinion américaine, bah, malheureusement, se sont retournés contre eux quand il s'agissait de voir ce qui se passait dans la bande de Gaza sur les bombardements israéliens qui bombardent des civils, qui tuent des femmes, des enfants, etc. C'est-à-dire que l'argument de barbarie que l'on appliquait sur les Russes, bah là, il est 10 fois plus justifié de l'appliquer à Israël. Alors là, tout d'un coup, il y en a certains quand même qui vont dire « Ah oui, mais c'est pas la même chose, faut pas confondre les Israéliens avec le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement sioniste. » Mais alors, il y a beaucoup d'Américains qui disent « Mais attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'on mélange, qu'on fasse pas d'amalgame. Par contre, concernant Poutine et les Russes, là, l'amalgame, vous l'avez bien motivé. » Vous comprenez que là, il y a un truc qui ne va pas, ça ne colle pas. Donc il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui sont extrêmement prudents, mais comme ils se disent, bah, finalement, ça fait quand même depuis des décennies qu'on se fout de notre gueule, que les médias nous ont manipulés, on a joué avec notre patriotisme pour faire des guerres qui étaient des guerres finalement inutiles et qui n'ont servi à rien, et où on y a laissé des plumes, on y a laissé des fils, des filles, des oncles, des pères, pour rien, et bah, le résultat en 2016, c'est l'élection de Donald Trump. Moi, quand je vous dis que Donald Trump est un symptôme de la santé politique, idéologique américaine, c'est pas faux. C'est une réalité. Et je pense que l'élection 2024 va l'être tout autant. Biden a été élu, pas parce que c'est Biden, parce que les 2 tiers des Américains qui détestaient Trump ont joué dans la balance pour permettre à Biden de gagner. Mais on aurait mis Biden, on aurait mis Kamala Harris, on aurait mis n'importe qui du côté démocrate,
il était sûr de gagner. Enfin, attention, quand je dis il était sûr de gagner, ça c'était dans l'esprit des Américains en détestation de Trump. Hein. Parce que dans la réalité des faits, s'ils ont choisi Biden, c'est parce qu'il y a un moment donné où, en effet, les démocrates ont commencé à se dire, finalement, peut-être que la réputation, l'image de Trump a été écornée, mais peut-être pas suffisamment pour qu'il soit dégagé assez aisément et facilement de la présidence. Et force est de constater qu'en effet, même si Biden a obtenu, je crois, 5 millions de voix ou 6 millions de voix de plus que Trump, oui, il y a le principe des grands électeurs, mais en vote pur, hein, je crois que Trump a fait 70 ou 71 millions et Biden a fait au total, je crois, 75-76 millions. Enfin, je ne sais plus exactement les chiffres, mais à la clôture de tous les bureaux et au comptage de à la clôture de tous les comptages, au nombre de voix à l'échelle nationale, Biden était largement en tête. Enfin, largement en tête, pas aussi largement qu'on pourrait l'escompter. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, il n'y a même pas 10 millions. Alors, sur une population de 368 millions, je crois qu'il y a 179 millions, 240 millions, 230 millions d'Américains en âge et en capacité de voter. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais 70, ça fait 150 millions. Oui, parce qu'il y a eu pas mal d'abstention. Bah oui, comme en France. Il y a beaucoup d'Américains qui ne vont plus voter parce que voilà, ils n'ont pas envie de voter pour des gens pour qui ils n'aiment pas. Les démocrates ont perdu ont perdu du terrain. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'Américains traditionnellement démocrates n'ont pas voté ou ne votent plus parce qu'ils n'aiment plus, ils ne veulent pas des candidats qu'on leur offre. Comme en France, pareil. Donc évidemment, je ne vais pas refaire un petit peu l'historique de ce qui s'est passé pendant 4 ans avec Biden, le personnage Biden, en plus là l'affaire Hunter, ça commence à bien remuer dans les brancards parce que l'affaire Burisma, on ne fera jamais croire que Biden, quand il était vice-président sous Obama, n'a pas joué de ses influences pour caser son fils à la tête de Burisma. Burisma, qui est une compagnie ukrainienne d'exploitation de minerais, je crois. Donc voilà, je veux dire, ça fait depuis, je dirais, depuis l'époque de Bush, où du côté des républicains, il y a eu beaucoup de déceptions. Et du côté des démocrates, bah oui, 8 ans d'Obama, il y a eu également énormément de déceptions. Donc du coup, déçu du côté démocrate, déçu du côté républicain, ça a joué dans la balance en 2016, forcément. Donc en France, c'est pareil. On réussit à éloigner une partie de la population du paysage, de la vie politique. Et du coup, vous laissez les mains libres aux politiciens de faire ce qu'ils veulent. Puisque vous réussissez à écarter au moins la moitié de la population dans un devoir, dans une implication, dans une motivation, dans une ambition démocratique. À partir du moment où les gens ne votent plus, ne vont plus aux urnes, vous laissez la porte ouverte, en effet, aux extrêmes. Aux extrêmes des deux côtés, hein, on entend bien. Donc à partir de là, ils ont gagné. Les mondialistes ont gagné, puisqu'ils réussissent à écarter la moitié des populations dans leur implication démocratique. Et du coup, après, c'est des jeux d'influence, c'est de la manipulation, c'est de la propagande, qui fait qu'à un moment donné, vous réussissez à faire pencher sur ce qui reste de gens encore plus ou moins convaincus, finalement, de voter un petit peu tout et n'importe quoi. Voire même de manipuler par des peurs, comme je vous l'ai dit, les peurs de l'extrême droite. Les peurs de l'extrême droite, les peurs du fascisme, les peurs
mèneront forcément des gens à voter pour des candidats qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. Mais aujourd'hui, même beaucoup de Français qui ont voté Macron croient avoir voté Macron pour le bien. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont voté un mal pour un bien et un bien pour un mal. C'est-à-dire qu'en liberté totale de pouvoir voter pour qui ils veulent, ils n'auraient jamais voté Macron, et Macron, même en 2017, n'aurait jamais été élu. Mais on crée une situation, on crée un contexte où on sait pertinemment, sur le reste de la portion de population qui va aller voter, qui va aller faire son devoir de citoyen, eh bien on réussira à convaincre les 2/3 de voter pour un candidat pour lequel ils ne veulent pas voter, mais on va les obliger à voter pour lui, parce que sinon, en face, c'est la haine, c'est la dictature, c'est le génocide, c'est le retour des heures sombres, etc. Et j'ai envie de dire qu'en 2027, la stratégie, il y a peut-être des chances qu'elle refonctionne. Que même si tout d'un coup des Français se rendent compte qu'on est en train de leur voler leur souveraineté, qu'on est en train de vendre leur liberté, etc., ils vont continuer à voter contre le parti de la haine. Ou pas. Parce que ça, c'est pareil. Comment on peut le savoir aujourd'hui ? Vous savez aussi bien que moi que les sondages sont complètement faussés, qu'il est très difficile aujourd'hui de voir ou de constater qu'entre ce que des sondages vous disent dans une opinion, de retrouver une majorité de gens qui confortent cette opinion lorsqu'on fait des radiotrottoirs, des micro-trottoirs, etc. Ou même sur les réseaux sociaux. Quand certains font des sondages, on se rend compte que le sondage va complètement à l'encontre et va en totale opposition de ce qu'un autre sondage d'un institut de sondage révèle dans l'opinion des Français. Donc aujourd'hui, l'étape, c'est quoi ? C'est l'étape, il faut réagir. Alors déjà là en Allemagne, ça commence à bouger. En Pologne, ça bouge un petit peu. Aux Pays-Bas, ça bouge. Sauf qu'en France, on a l'impression que les Français sont lobotomisés. Alors il y a une partie de Français, il y a une petite souche d'insurrection qui naît, mais elle est insuffisante. Elle est ridicule. Et dès qu'elle bouge, dès qu'elle fait quelque chose, on la traite de terroriste. Rappelez-vous, les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, ceux qui étaient dans l'esprit de vouloir libérer la France, les appelaient des résistants. Mais les collabos, les Allemands, les appelaient des terroristes. Eh bien, aujourd'hui, la sémantique ne changera pas. Des Français qui commenceront à se battre, des Français qui commenceront à faire une lutte armée contre ces gens qui veulent détruire le pays, qui veulent le vendre à l'Union européenne, on va les traiter de terroristes. Parce que oui, ils commettent des actes terroristes. Mais ils commettent des actes terroristes dans une action de résistance. Sauf qu'évidemment, les médias, eux, leur rôle, c'est de faire passer ces gens-là pour pour de l'extrême droite, tous les arguments et toutes les sémantiques négatives pour, encore une fois de plus, alimenter la peur. Rendez-vous compte, ces gens sont ignobles, ces gens sont barbares, ils tuent gratuitement. Mais non, ils ne tuent pas gratuitement, ils tuent par idéologie. Alors évidemment, tuer des gens, c'est pas bien. Et attention, je ne fais pas le prosélytisme de cela. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, mais la seule façon de faire réagir les Français par rapport à la situation de la France, par rapport à cette élite, par rapport à ces gens qui sont en train de dépecer le pays par petits bouts, c'est d'en flinguer 2-3 et de mettre les Français devant le fait accompli que les médias, en réalité, sont en train d'essayer de manipuler, de faire de la propagande sur des éléments d'information qui n'émanent que d'une seule source, alors que cette source, elle-même, est obligée d'admettre que là, elle est en face d'une situation où ce sont des Français qui commencent à se révolter. Et vous savez qu'une révolte, il y a forcément une part obscure de violence, d'usage d'armes, d'actions armées, surtout en France, où tout est verrouillé. En France,
Une organisation politique, une organisation idéologique, une résistance idéologique, une résistance politique ne peut pas exister. Si elle existe, elle va être tuée dans l'œuf. Parce que tout est verrouillé. Ces gens ont verrouillé depuis ces 30 dernières années toutes les possibilités du peuple d'aller à l'encontre de ceux qui sont en train de les manipuler, qui sont en train de les vendre à la mondialisation, de les vendre à la finance, de les vendre à l'Union européenne. Force est de constater que oui, regardez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, le système ne pouvait pas se retourner contre des organismes, ne pouvait pas se retourner contre des responsables. Il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de logistique chez les gilets jaunes. Donc l'État, par le biais de la justice, ne pouvait pas se retourner ou faire pression, juridiquement parlant, sur des personnes chargées de l'organisation, de la représentation du mouvement, etc. Alors ils ont essayé sur des gens qui étaient des têtes d'affiche, on va dire, du mouvement Gilets jaunes, mais dès qu'ils ont été plus ou moins reconnus comme têtes d'affiche ou qu'ils sont apparus sur Internet comme des têtes d'affiche, très rapidement, on les a interpellés, on a fait des perquisitions chez eux, voire même on a essayé de les dissuader, leur faire peur, voire même les acheter, leur faire retourner leur veste. Mais c'est ça, c'est comme ça que fonctionne le système. Alors, libre à des gens de croire encore à la démocratie, libre à des gens de croire que l'on vend la démocratie, qu'on défend la démocratie, qu'il faut protéger la démocratie. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, mais expliquez-moi, elle est où votre démocratie? Parce que vous mettez un bulletin dans l'urne? Tous les 7 ans, tous les 5 ans, tous les 4 ans? Parce que vous avez une justice qui parfois sert vos intérêts? Ou pas? Tant que... Mais souvent, et je vais terminer là-dessus, ce qui est très amusant, c'est que vous avez des gens qui critiquent la Chine comme étant une dictature. Mais en réalité, aujourd'hui, vous avez en France des élites qui rêvent de pouvoir mettre en place ce qui existe en Chine pour mieux contrôler la population. Parce qu'en Chine, vous avez des libertés. Bien sûr, vous avez des libertés en Chine. Sauf la seule que vous n'avez pas, c'est de critiquer le pouvoir. Si vous critiquez le pouvoir, là, vous allez avoir des problèmes. Mais vous avez la liberté d'investir, vous avez la liberté de mouvement, la liberté de vous divertir, la liberté de consommer, la liberté d'acheter, de vendre, la liberté de voyager. Preuve en est, en France, on est content de les avoir, nos petits Chinois à Paris pour faire du business. Donc je vous invite à méditer sur la question. Posez-vous cette question. Est-ce que finalement la France n'est pas perdue? Est-ce que si on ne soutient pas certains mouvements, si on ne soutient pas des opérations, si on ne soutient pas des résistants contre cette élite qui est en train de vous assujettir, de vous rendre en esclavage, c'est vrai qu'on fait toujours le point Godwin avec la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, sous l'occupation, elle est compliquée. Elle est full détail de gens qui, individuellement, anonymement, ont amené leur pierre à la construction, au soutien, à l'organisation de la résistance française. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce qu'il y a encore des Français aujourd'hui qui sont capables, en ayant un statut social convenable, en ayant un travail, en ayant des revenus, n'étant pas dans le besoin, soutenir leurs compatriotes qui sont dans la merde, soutenir leurs compatriotes qui sont menacés, ceux qui aujourd'hui ont un métier, mais qui demain leur métier va disparaître parce qu'on va automatiser. Tiens, pas plus tard que ce matin, j'ai vu un article sur une machine qui pose des parpaings. Une machine est capable de construire une maison en posant des parpaings.
Alors oui, on a déjà vu aussi les maisons en impression, vous savez, les imprimantes électroniques, les imprimantes digitales, etc. Vous avez des grosses imprimantes qui peuvent construire des maisons comme ça. Alors évidemment, il y aura toujours besoin de certains métiers, artisans pour construire des maisons, mais dans le BTP, si vous leur offrez la possibilité de remplacer un être humain par une machine, ils sont les premiers à sortir le chéquier. Donc ça va mettre encore plus de gens à la rue. Parce que des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans dans ces métiers, puis qui du jour au lendemain leur dit « bah non, bah maintenant c'est fini, au revoir ». Vous espérez trouver un autre boulot dans une autre entreprise? Ben non, parce que l'autre entreprise, qui pourrait éventuellement vous offrir le même salaire, elle aussi, elle est passée à la technologie. Donc après, il restera des petites entreprises, mais il y aura peut-être de l'emploi, mais un nombre d'emplois limité pour un trop grand nombre de candidats. Et je ne parle même pas des nouvelles technologies, des besoins de formation, de reclassement professionnel, etc., qui sont faits parfois par des gens qui, à un moment donné, ont conscience de ça, ou sont conseillés par des syndicats, conseillés par des délégués du personnel, conseillés même parfois par des patrons. Mais comme vous avez aussi des entreprises qui attendent l'ultime moment, l'ultime étape, pour virer les gens, pour les virer comme des malpropres. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'industries, dans le textile, dans la métallurgie, etc. Du jour au lendemain, paf, tout le monde viré. Ah ouais, mais vous n'avez pas le droit, c'est pas normal, l'État, vous devez nous sauver. Ben non, c'est une société privée, elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais c'est pas normal de nous virer après 20 ans de bons loyers de service. Ben oui, mais j'ai envie de dire, retournez-vous contre vos syndicats qui peut-être un jour vous ont peut-être menti, vous ont pas dit la vérité, vous ont pas prévenu de dire, écoute, je ne pense pas que l'activité va continuer pendant des années, donc commence à réfléchir peut-être à prendre une formation, à te reclasser dans un autre métier, etc. Parce que le métier que tu as là aujourd'hui, vous savez qu'en France, vous avez encore des gens qui pensent qu'il suffit de rentrer dans une entreprise et je vais y rester jusqu'à mes 64 ans. Mais non. Aujourd'hui, les métiers où vous allez pouvoir rester jusqu'à 64 ans, c'est-à-dire jusqu'à la retraite, vont s'amoindrir de plus en plus. Et dans quelques années, dans 5-6 ans, il n'y en aura plus. Parce que les entreprises ne pourront pas et ne voudront pas garder des gens ad vitam aeternam. Parce que les choses vont aller très vite. Sauf évidemment si vous acceptez de travailler pour 6 francs 6 sous. Parce que vous savez que l'immigration, oui, on a besoin d'immigration en Europe parce qu'il y a de l'emploi. Mais l'emploi, on ne trouve pas. Mais pourquoi vous ne trouvez pas? Parce qu'il n'y a pas de candidats? Mais non. Et pourtant, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. La réalité, c'est que oui, il y a des candidats. Oui, il y a plein de gens qui sont en recherche de ces emplois. Mais ils ne veulent pas ces emplois parce que ces emplois sont sous-payés. Donc évidemment, vous avez besoin d'immigration parce que l'immigré, lui, vous le laissez dans une situation pendant 2-3 ans de sans-papier, et ben le salaire de merde, il va l'accepter. En ayant la promesse qu'on va s'occuper de lui, etc. Bon, maintenant, on ne va pas s'occuper de lui, puisque maintenant, c'est lui qui va devoir faire les démarches pour se faire légaliser. Oui, ça ne vous promet pas des beaux jours, moi je vous le dis. Et surtout pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, on est en train de lui faire miroiter monts et merveilles. Alors qu'en réalité, ce qu'on lui promet, c'est tout simplement la servitude. Mais une servitude au sens large du terme. Hein. Une servitude professionnelle, servitude sociale, une servitude idéologique. C'est déjà le cas d'ailleurs. Vous avez déjà des jeunes aujourd'hui qui ont des idées, mais complètement à côté de la plaque. Qui sont déjà conditionnés. Qui sont déjà lavés du cerveau. Prêts à accepter leur destin. C'est des gens qui vont protester, vont contester. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'il fallait contester. Mais on ne leur a pas expliqué pourquoi il fallait contester. Conteste, mais ne réfléchis pas. Accepte, mais ne pense pas. Achète, mais ne compare pas. Vote.
mais ne réfléchit pas. Donc, ma question, elle est légitime. Est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui, encore aujourd'hui, qu'il y ait une France qui se réveille et qui agisse? Parce que je vous le dis, il faut agir maintenant. L'année prochaine, et même peut-être à la fin de cette année 2024, il sera trop tard. Il sera trop tard pour récupérer, pour reprendre la destinée par des outils légaux. À la fin de l'année 2024, si vous voulez reprendre la souveraineté de la France, vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire que par les armes. Ni plus, ni moins. Sur ce, je vous laisse à cette réflexion. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.